Fidèles téléspectateurs d'Amen Télévision, bonsoir et bienvenue à votre émission Face à la rédaction, l'émission dans laquelle nous parlons de tout et de rien. Notamment aujourd'hui, nous allons aborder l'actualité politique et sécuritaire de notre pays. Et pour le faire, nous avons pour vous un invité qui est déjà un habitué de ce plateau, qui s'appelle Monsieur Damien Alamba Terranova, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Damien. Bonjour. Comment vous allez? Oui, très bien. Pour animer cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Arfalon Bassakissa, avec qui nous allons ensemble échanger avec M. Damien. Arfalon, comment tu vas? Je vais bien, par la grâce. Je pense que vous également. Très bien. Merci. Débutons cette émission, M. Damien Alamba. Nous avons tous suivi ensemble l'arrivée du roi de Belge ici en République démocratique du Congo qui a abouti à ce jour à la relance de la coopération bilatérale entre nos deux pays, la RDC et la Belgique. Que pensez-vous qu'est-ce pour vous qui annonce cette arrivée du roi de la Belgique en République démocratique du Congo? Bon, ça a été une très bonne chose pour nous, les Congolais, parce que ça fait plusieurs années, en tout cas plusieurs, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine d'années, que le roi n'a plus piétiné le Congo. Et qu'aujourd'hui, qu'il soit venu, c'est une très 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 bonne chose. Et je salue le peuple belge, qui est notre peuple colonisateur. Ils nous ont colonisés. Je les salue et je remercie. Je souhaite au roi et à la reine Mathilde, qu'elle s'appelle. Mathilde. Oui, je les souhaite la bienvenue dans leur ancienne colonie. Ça fait plus de 30 ou 40 ans, tel que vous l'avez dit, que le roi de Belgique n'est pas venu au Congo. Mais à ce jour, qu'est-ce que la Belgique peut apporter à la RDC pour son épanouissement? Bon, la Belgique, elle détient la clé économique de la RDC. Vous vous souviendrez que même quand nous parlons de l'indépendance, d'aucuns vous diront que l'indépendance du Zaïre n'a été donnée que sur le plan politique Pas sur le plan économique. et non pas sur le plan économique. Et nous savons que le Zaïre, à l'époque, a commencé à connaître sa chute lorsqu'il y a eu rupture entre la Belgique et le Zaïre de l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a bloqués et notre cuivre a commencé à baisser. Notre diamant n'était plus acheté parce que là où nous vendions notre diamant à Hoboken, Mobutu avait pris des décisions pour qu'on n'y amène plus notre diamant. Notre or de Kilomoto avait été vendu par la Belgique et depuis ces années-là, donc tout était bloqué à partir de ces années-là. Alors si aujourd'hui l'arrivée du roi peut nous apporter un bouée de sauvetage sur le plan économique, ce serait une bonne chose. Il y a des Congolais déjà qui sont en train de fustiger les comportements des autorités congolaises par rapport à l'arrivée du roi de la Belgique, selon certaines personnes qui ont estimé que ce n'était pas le moment propice pour que les rois puissent fouler les pieds au sol congolais. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que nous sommes agressés. Il est arrivé, je crois, pendant des moments très tumultueux que la République démocratique du Congo est en train de traverser maintenant. Mais aussi, c'est bien parce que il n'est jamais tard pour faire des bonnes choses. Okay. Ouais, il n'est jamais tard pour faire des bonnes choses. Donc on peut aujourd'hui, par l'arrivée du roi, avec la délégation qui l'accompagne, on peut relancer un débat. Et le débat, c'est qu'il faut qu'il y ait une relance économique. Tout le monde sait ou doit savoir que la Belgique, elle détient la clé de l'économie congolaise. C'est la Belgique qui la détient. Alors si le roi est venu dans sa mallette avec cette clé-là, pour nous aider à ouvrir, à nous réorganiser sur plusieurs plans, eh bien, ça serait une bonne chose. Ce n'est pas la guerre qui va arrêter ça. D'ailleurs, ça serait un beau de sauvetage. Vous savez, depuis 1986, nous avons l'embargo sur l'armée. Okay. Ça fait très longtemps que nous ne pouvons pas acheter des armes, officiellement. On n'a pas d'avion de chasse. On n'a pas de chars de pointe aujourd'hui. On ne peut pas aller sur le marché international d'achat d'armes. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis sous embargo. Alors, si la Belgique peut nous aider, en tant que notre ancienne métropole,
ça serait une très bonne chose. Lors du discours du roi belge, il y a d'autres personnes aussi qui ont condamné, qui ne cessent de condamner le discours du roi de la Belgique. Il a reconnu les erreurs commises par les Belges lors de la colonisation. Il a eu des regrets, mais on l'accuse qu'il n'a pas présenté des excuses. Oui, c'est un ancien discours, c'est un vieux discours. Vous savez, dans la déontologie des rois, il ne peut pas demander pardon. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est dans la déontologie du roi. J'aimerais à ce qu'il dise de ça, du Premier ministre belge. Un politique, c'est un parleur. Lui peut se demander pardon. Mais quant au roi, ce n'est pas dans ses attributions. Un roi peut s'excuser, mais pas demander pardon. Le passé colonial avec la Belgique fait que beaucoup de Congolais, comme vient de le dire Arfalon, restent réticents vis-à-vis de cette relance bilatérale avec la Belgique. Est-ce que les Congolais doivent encore craindre la Belgique ou bien doivent la prendre essentiellement comme un allié, comme vous l'avez dit, pour lever plusieurs embargos qui pèsent sur la République démocratique du Congo? Et surtout que la Belgique aussi a promis son soutien en ce qui concerne sur l'aspect sécuritaire. Il va soutenir la RDC pendant ces moments un peu catastrophiques. Vous savez, les Congolais doivent savoir que ils doivent faire les bonnes lectures de l'histoire. Vous voyez? La Belgique, c'est pas n'importe qui. La Belgique, c'est notre colonisateur. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'il dira, et puis même sur le plan européen, la Belgique, c'est pas n'importe quelle plateforme. C'est là que se reposent les institutions européennes. Vous voyez, il y a déjà cet aspect-là. Et aujourd'hui, la Belgique vient chez nous, il nous fait certaines promesses pendant ces temps où la Russie est en guerre contre l'Ukraine, où la Russie est en train de s'allier à la Chine, à la Chine et à l'Inde, pour faire un bloc. Eh bien, dis donc, les rois viennent pendant ces temps-ci au Congo, eh bien, que les Congolais ouvrent grandement les yeux. Je pense que c'est en ce moment-ci où le Congolais, l'intellectuel congolais doit mettre cartes sur table et avoir des bonnes discussions avec le roi ou avec la métropole. Quand je dis des bonnes discussions, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des thématiques sérieuses où on va discuter pour remettre non seulement le Congo sur le rail, mais aussi amener le Congo à jouer une belle carte sur l'échiquier mondial. Parce que vous êtes sans ignorer que le Congo est la plateforme mondiale qui va débloquer tous les systèmes, que ce soit sécuritaire, que ce soit économique mondial. Ne parlons pas seulement de la matière première, non, mais parlons même sur l'agriculture. Et l'environnement. Même l'environnement, l'eau et tout ça. La RDC, c'est le berceau de l'humanité. Alors, pendant ces temps, les rois arrivent, c'est pas anodin. Au lieu d'aller dans les critiques, disant non, il devait demander pardon, mais écoutez, allons sur le fond du problème. Nous, la RDC, nous avons un problème. Nous sommes en embargo, ça fait plus de 30 ans. Monsieur le roi, nous avons le petit Rwanda qui nous agresse. Et ils sont très hautains. Le lobbying Imatutsi a pris l'ONU en otage. Parlons des choses sérieuses avec le roi. C'est vrai que vous savez aussi que le roi n'a pas comment dire, un mot à dire sur la politique belge, oui. Mais au moins c'est un roi. Il va influencer. Et au vu de la situation mondiale actuelle avec la redistribution de forces au niveau international, aujourd'hui, on peut dire que le Congo a plus qu'à donner qu'à recevoir à la Belgique? Non et oui. Vous savez, parce que nous sommes un pays souverain. Hein? Nous sommes un pays souverain. Donc, nos relations doivent toujours être du donnant-donnant. Des win-win. Hein? Win-win. Gagnant-gagnant. Voilà, des win-win.
C'est comme ça. C'est pas que nous avons plus à recevoir, pas eux, ou bien nous avons plus à donner, pas eux. Non, 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 non. Ils doivent nous donner, nous devons donner. C'est comme ça. C'est ça la bonne politique. C'est ça la bonne politique. C'est Damien, une question de curiosité par rapport à l'arrivée du roi avant d'entamer un autre sujet. Pourquoi la Belgique a laissé l'RDC pendant beaucoup d'années? Il fallait seulement que les rois viennent pour que nous puissions recommencer ou bien rebondir les choses à zéro. Non, en fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses à l'époque. Hein. S'il faut interroger l'histoire, vous allez voir que certains diront Mobutu était très hautain, hein, mais il y a eu un choc. Le choc, c'était lequel? C'est que Mobutu avait découvert que les amis nous ont donné une indépendance politique, mais pas économique. Et qu'en n'ayant pas une indépendance économique, les Zaïre ne sera pas grand. Vous voyez? Et chaque fois que nous devions vendre 1 gramme de nos matières premières, on devait passer par la Belgique. Ça, Mobutu n'a pas bien digéré. Et Mobutu devait arrêter ça. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs ce qui peut nous permettre aujourd'hui. Moi, je pense que c'était un pas que Mobutu avait fait. Ça a payé ce que ça nous a coûté ce que ça pouvait nous coûter. Aujourd'hui, les débats peuvent aller sur d'autres cartes. Vous voyez? Parce que à l'époque, Mobutu prenant cette décision, il voulait amener la Belgique sur la table des négociations. Mais les Belges, ils étaient hautains. Ils ont dit, on n'ira pas avec les macaques sur la table de négociation. C'était un langage discourtois. Voilà, on n'ira pas avec les macaques sur une table de négociation. Donc, ils ont préféré nous faire souffrir, nous bloquer. Je vous ai parlé ici. Ils nous ont mis sous embargo militaire, ils nous ont mis sous embargo alimentaire, ils nous ont mis sous embargo technique, ils ont tout arrêté. À l'époque, on avait des techniques, par exemple, il y avait la technique allemande, qui était dans le rail et tout ça. Vous aviez la technique, la mission technique belge. On avait plusieurs missions techniques de plusieurs pays européens. Même dans l'armée, on collaborait avec le para français à l'époque. On était avec le para français, on était avec le para belge. Hein? Moi, étant fils d'un militaire, j'ai vu les coopérations belges. Et j'ai vu des tenues que la Belgique donnait à l'armée congolaise à cette époque-là. Mais à partir de 1986, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Vous voyez? Et ça nous a mis à mal. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions connu des problèmes. Ah ben si aujourd'hui, on peut aller sur une autre carte, sur une autre table de négociation, eh ben ça serait une très bonne chose pour le pays. Monsieur Damien, à ce jour, on peut dire que la politique du chef de l'État en matière diplomatique a réussi du fait d'avoir su ramener le roi ici pour qu'il y ait aujourd'hui une coopération bilatérale gagnant-gagnant. Je vous dis que ce n'est pas le président de la République qui a amené le roi ici. Mais les efforts fournis ont consenti même pas. C'est la situation actuelle, la situation mondiale. Mais par l'entremise de Félix Antoine Tshisekedi. Non, il est pas facilité l'arrivée du roi. Félix, c'est par situation de fait. C'est lui qui est président maintenant. On ne dira pas que c'est lui qui l'a. C'est un signal fort. On ne dira pas que. Là, vous pouvez quand même accepter que c'est un signal fort. S'il vous plaît. Je n'aimerais pas. Moi, je n'aime pas ce genre de discours que l'intellectuel congolais tient en divinisant une personne pendant que les faits sont là. Vous voyez, Félix est président de la République et ça tombe au moment où il y a une crise mondiale. Et cette crise mondiale fait que on doit reprendre le Congo à tout prix. On ne doit pas le perdre. Tu comprends? C'est-à-dire que ça soit Félix ou Kabila, ça allait être la même chose. Et que ce soit Moïse Katumbi qui est là, ça allait être le même résultat. Les Congolais commencent à se diminuer lorsqu'ils pensent que son espoir est incarné dans un individu. Non. C'est dans tous les Congolais. Nous tous, nous devons tous nous mettre d'accord
Et nous devons tous travailler ensemble. C'est un problème aussi des Ce n'est pas mentalités des parce que- Congolais. On ce peut n'est pas changer parce les que- paradigmes parce que même quand Kabila était au pouvoir, il y avait des gens qui se focalisaient toujours sur l'individu de Kabila. Malheureusement. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi Malheureusement. sera président. Il y aura les gens aussi de l'ensemble pour la République. Non, ce n'est pas la politique chez nous. Ça se passe comme ça. Non, ce n'est pas la politique chez nous. Et monsieur Damien, Ensemble pour la République avec Moïse Katumbi. Là, on y arrivera. Moïse Katumbi amène tous les Congolais ensemble à travailler pour émerger les pays. Vous comprenez? C'est différent. Chez Moïse Katumbi, il n'y a pas un dieu qui s'appelle Moïse Katumbi. Non. Il y aura un président de la République qui s'appellerait Moïse Katumbi avec tout un collège, toute une équipe de gens qui travaillent. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons ensemble pour la République. C'est un travail de tout le monde. Un travail Damien, collectif. Un travail collectif, oui, de mais tout le monde. il faudra aussi reconnaître que dès le début de son mandat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé un signal fort en termes de diplomatie. C'était même l'un des piliers sur lesquels il s'était appuyé. On l'a vu faire plusieurs voyages afin, comme vous l'avez dit, de relancer la politique extérieure du pays, bien qu'elle n'a pas encore atteint un certain niveau et du fait aussi de la circonstance de fait. Pourquoi aussi ne pas reconnaître que grâce à cette ouverture d'esprit qu'il n'y avait Cette pas diplomatie à cette politique agissante. qu'il n'y avait pas au régime précédent qui était un peu plus fermé, qu'aujourd'hui on puisse aboutir à cela. Mais je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je ne dirais pas que nous étions fermés parce que les résultats sont là. M. Kabila n'a pas... les gens disent qu'il a cloisonné les pays, mais c'est faux. Il a juste tout simplement voulu changer des blocs. Il voulait quitter l'Occident pour aller au Moyen-Orient. Vous comprenez? Oui. Kabila n'a pas bloqué le pays. N'a pas bloqué le pays. Ça a coûté la tête, les Kabila. Mais c'est comme ça, c'est des bonnes guerres, je vous dis. Donc Kabila, il a compris que chez les Européens, on est perdant. Il faut aller chez les autres. Les autres, c'est les communistes, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde. Vous comprenez? Aujourd'hui, qui est en train de faire... Et on peut dire un jour que Kabila était prophète. Enfin, c'est pas mon leader. Hein. C'est pas mon leader, mais je le dis. Hein. Je le dis. Parce que on peut aussi dire qu'il a vu le mal venir de loin. Parce que bientôt, l'Europe va être faible. Et s'ils reviennent au Congo, c'est parce qu'ils savent que c'est au Congo où ils vont rebondir de nouveau. Comme nous avions sauvé l'Amérique, nous avons sauvé le monde en 1945. Avec la guerre, la bombe atomique. Ça, les Congolais ne doivent pas l'oublier. Vous voyez? Les Congolais ne doivent pas l'oublier. Et aujourd'hui, le roi vient, pendant que l'Europe est en train de souffler le chaud et le froid. Eh bien, écoutez, on ne doit pas s'en réjouir. Nous devons aller sur les bonnes questions. Parce que maintenant, l'Europe a compris, ils ont fait foi à l'Ukraine et aussi, ils ont négligé l'Afrique. Or, leur plateforme, leur soubassement en Afrique de sauvetage, c'est quoi? C'est le Zaïre, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le roi vient. Moi, j'aimerais à ce que dans le bagage du roi, qu'il y ait des agriculteurs, vous voyez? Parce qu'il faut relancer l'agriculture au Congo. Il faut qu'il y ait des routes. Il faut qu'il y ait des chemins de fer. Il faut qu'on développe ces Congos maintenant pour permettre à ce que la nourriture qui sera cultivée à Bassan-Koussou arrive à destination. Et ça, je pense, ce sont des choses que vous verrez dans les années qui viennent. On parlait du développement du Congo, mais on ne peut pas parler du développement du Congo sans la paix. On sait que depuis la fin du mois de mai, le pays est en état d'alerte au niveau de l'est du pays avec le Rwanda qui a été identifié visiblement comme étant celui qui soutient les M23, bien que c'était connu, mais ça s'est raconté que dans des salons des gens. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais a pointé du doigt le Rwanda. Que pensez-vous de cet acte du gouvernement congolais? C'est déjà un pas, parce que Kagame l'a dit lui-même, mon cher. Vous savez, les États faibles ont vocation à disparaître. Et les États forts ont vocation à s'implanter. C'est ça le jeu qui se joue entre le Rwanda et les Zaïre et le Congo aujourd'hui. Le Congo est faible et le Rwanda est fort. Qu'est-ce qui l'a rendu fort? Parce qu'au Congo, les dirigeants qu'on avait, Kabila et autres, ont laissé les temps, ont donné ces temps-là aux Rwandais d'être supérieurs.
ce que M. Félix doit faire. Vous allez expliquer par rapport à ce langage. C'est un langage un peu qui a piqué la curiosité de beaucoup de gens qui nous suivent déjà. Oui. Par rapport que les dirigeants congolais ont donné l'accès au roi. Oui. Vous savez, cette histoire de brassage, nous le disions déjà que c'était une faiblesse. Écoutez, un bête exemple. Tu es chez toi, le voisin vient, il s'introduit chez toi. Il frappe ta femme, il frappe tes enfants, il viole ta femme, il viole tes enfants, et puis il part chez lui. Et puis il y a un deuxième voisin qui vient te dire, au lieu d'aller l'attaquer, appelle-le, vous allez négocier. Et puis les voisins là lui disent, moi j'ai des grands enfants. Et ce sont ces grands enfants qui ont violé tes filles. Il te le dit, il te dit, prends-le chez toi. Ils vont habiter chez toi. Parce que chez moi, je n'ai pas assez de place. Ce sont ces gens-là, ces jeunes-là, que ce monsieur a amenés pour violer tes filles. Et on t'impose de les prendre avec toi. C'est ce qui est arrivé avec la RDC. Nous étions en guerre contre le Rwanda par l'entremise de M23, la CNDP, avec Kunda Batware. N'est-ce pas? C'est là qu'elle commence l'histoire. Et les Congolais doivent retourner dans l'histoire. C'est la CNDP, avec Kunda Batware, avec le Bosco Ntaganda et tout le bazar. Ces gens viennent, ils nous agressent. Ils violent, ils pillent, ils tuent. Et puis, la communauté internationale, par le lobbying Imatutsi, vont nous dire, non, écoutez, ne les faites pas la guerre. Par contre, faites le brassage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, faites une fusion de ceux-là qui ont violé hier et qui ont tué, et vous qu'on a violé. Et on a fait le brassage. Et puis, quand ils viennent avec le brassage, ils viennent avec des conditions. Leurs caporaux deviennent des généraux chez nous. Vous trouvez ça normal? Et c'est ce qui a été fait. Un caporal à qui on donne des grades, des galons d'un général, quel ordre va-t-il donner? Qu'est-ce qu'il a appris? Quelle est l'école d'armée où il a été? Dans quelle école? Donc, quand il vient à la tête d'une armée, c'est pour l'abrutir. Parce que c'est un abruti. Tout ce qu'il sait, c'est tuer. Or, une armée doit être plus intellectuelle. Très intellectuelle. Que apprendre à tuer, qu'être fantassin. Les tueurs dans une armée, ça a une catégorie. On ne peut pas mettre un tueur à la tête de l'armée, non. Les gens qui sont à la tête de l'armée sont ceux qui ont été dans des écoles qu'on appelle les académies militaires. Et ils sont pleins à travers le monde. Mzé Laurent Désiré Kabila, sans parler de Mobutu, qui a été même en Israël et partout, là-bas aux États-Unis, en Allemagne. Il a amené des gens, les Congolais, ils étaient formés là-bas. Nous connaissions la garde civile de heureuse mémoire, qui ont été formés en Égypte. Même Mzé a formé ce qu'on appelait les Rangers. Les Rangers qui ont été formés en Égypte à l'époque, le Soudan et l'Égypte. Hein, c'était des gaillards, c'était des vaillants Congolais, dont nous avons des amis dedans, qu'on appelait les Rangers. Mais depuis que Kabila est entré dans cette histoire des brassages, qu'est-ce que ça nous a apporté? Monsieur Damien, je reviens par rapport à la faiblesse. Je reviens par rapport à ce que vous dites concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il y a un adage qui dit le passé est une référence, mais n'est pas une demeure. L'agression rwandaise, s'il faut parler en termes de remèdes, en tant que Congolais. Bien sûr qu'il y avait des systèmes que vous êtes en train de condamner, mais au moment où nous parlons, le pays est menacé, le pays est attaqué par les rebelles du M23 qui est soutenu par les Rwandais. Quel remède vous pouvez donner aux autorités compétentes? La guerre. La guerre. Si la RDC n'est pas prête. Non, elle est prête. La RDC, nous sommes prêts. Et la RDC, toujours même, la RDC, les Congolais ont toujours ils sont prêts, mais sur le terrain, il n'y a pas de résultats. La RDC est prête pour la guerre, mais le président de la République n'est pas prêt. Le commandant suprême n'est pas prêt. Comment? Ah, voilà. Le commandant suprême a décrété l'état de siège dans 2 provinces de la... Non, mais ça c'est une mascarade, ça ne fait rien. Ça fait plusieurs mois. Il a dit à ciel ouvert, la paix ou la guerre.
Il n'a pas eu peur. Eh bien, quand on dit la paix ou la guerre, on va en guerre. Mais oui. Vous savez, mes chers frères, le Rwanda que vous voyez, non seulement c'est un petit pays, mais les Rwandais ne sont pas forts que les Congolais. Vous savez que le Congo ici, depuis que Félix est au pouvoir, il n'a formé qu'un seul régiment. Les jeunes qui devaient faire partie de sa garde rapprochée. Comment vous allez aller en guerre avec un pays où vous n'avez pas de militaires formés? Vous n'avez pas la classe militaire qui se relève. Mais il y a l'école de guerre qui a été créée. Mais quand? Où? Et quand est-ce que ça a commencé à fonctionner? C'est encore sur les documents. Dans mes recherches, j'ai vu que l'école de Kananga, qui devait commencer déjà, il y a encore des problèmes sérieux là-bas. Mon cher, on n'a même pas besoin de tout ça. Nous avons Kotakol ici. Réserve naturelle, reconnue mondialement. Pour former un commando, je suis le fils d'un commando. Pour former un commando, ça nous demande 45 jours. Nous avons un commando fait. Donc, nous avons formé, transformé. 45 jours. S'il faut ajouter les paracommandos, on ajoute encore quelques jours. Donc, dans 2 mois, nous pouvons avoir un paracommando fait qui parachute avec arme à la pointe, à la main. Vous comprenez? Donc, si M. Félix veut la guerre, eh bien, qu'il forme déjà les jeunes. Il y en a plein ici. Les jeunes qu'on amène à Kanyamaka, c'est pour faire les champs. Qu'on transforme, qu'on les amène en formation quelque part. Une bonne formation alors. Parce que nous avons des bons instructeurs au Congo. Dieu merci, facilité. On peut aller prendre encore des instructeurs, ceux qui sont à Brazzaville, qui étaient avec le président Jean-Pierre. Nous avons des militaires formés là-bas. On peut le prendre là-bas. Aujourd'hui, ceux-là, ils ont fait l'âge, oui, mais on peut le refaire revenir et puis demander aux plus vaillants, aux plus intelligents d'aller former d'autres. Ça peut se passer, ça peut se faire. Nous pouvons former là où nous avons formé les Moura, à Moura même, que les Belges nous ont laissé dans le Alikasi. Tous ces sites-là que nous avons laissés. J'ai été à Kisangani, là où on formait comment on les appelait, nos ninjas. Hein? Mais aujourd'hui, c'est la ruine. Non. Mais ça n'a pas commencé sous Félix. Si M. Félix veut, oui, justement, ça a été négligé depuis très longtemps. Si M. Félix veut vraiment la guerre dont il parle, ça va prendre aussi les temps. Non, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Les populations sont en train non. Nous avons déjà des Congolais vaillants dans le sud Kivu. Hein? Moi, par exemple, j'étais d'accord. Lorsque le général policier et le vice-gouverneur avaient lancé un appel de prise en charge. Ah ben j'étais tout à fait d'accord. Le ministre des Communications avait condamné ces propos. Mais le ministre, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il comprend? Monsieur Lamir, aujourd'hui... Ou bien il est... C'est pourquoi je vous ai dit. Aujourd'hui, tout celui qui n'est pas dans la cohésion générale de faire face contre l'agresseur, tout celui qui démoralise nos forces armées sous terrain, celui-là, quel que soit le titre qu'il porte, quelle que soit la fonction qu'il a, c'est un ennemi pour le pays. Moi, j'ai été contre les déclarations du ministre, comment il s'appelle encore ce jeune-là, Patrick Mouyaya. Je suis pas d'accord. On peut donner actuellement la raison à Adolphe Mouzit lorsqu'il avait haussé les tons à ce qui concerne la guerre. Il a voulu qu'on puisse décréter la guerre contre les Rwandais. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si nous voulons être considérés sur la place publique, sur le plan international, nous devons frapper le Rwanda. Et nous sommes stratégiquement bien assis. À partir des Goma, on peut atteindre Kigali. Et c'est ça la crainte de Kagame. Kagame craint à ce que nous allions chez lui. Mais les porte-paroles militaires, les porte du gouverneur militaire
du Nord Kivu a déjà affirmé qu'il y a d'autres stratégies que le Rwanda a déjà mises en place pour soutenir les M23 avec l'infiltration des 500 militaires. Mais justement, c'est tout ça là, tu vois. Il a mis les 500 militaires à la frontière. C'est selon l'information. Ils sont déjà, oui, je sais. Ils sont déjà au niveau de la frontière. Pour nous empêcher d'aller où? À Kigali. Oh, nous pouvons attaquer Kigali à partir de n'importe où dans la zone. Monsieur Damien, aujourd'hui nous avons vu avec cette situation... ce sont des gens comme ça que M. Félix doit avoir, des rangers qui vont aller à Kigali. Et nous en avons dans ce pays. Oui, monsieur Damien. Aujourd'hui, nous voyons que les Occidentaux délient leur langue pour se prononcer en faveur de la République démocratique du Congo en demandant à nos voisins de respecter le territoire national congolais. Ce qui n'était pas le cas hier. Oui, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il y avait plusieurs tueries depuis aujourd'hui près de 30 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'on a le soutien des Occidentaux pour agir d'une certaine manière et changer le paradoxe? Ces mêmes Occidentaux, ils se sont tués de tous ces temps. Si aujourd'hui, ils ont délié leur langue, comme vous l'avez, l'expression que vous avez utilisée, il faut chercher à savoir pourquoi ils le font aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez crié. C'est pas parce que Kagame a reconnu. Et ce sont tout ça là, les questionnements que l'intellectuel congolais doit mettre en thématique pour trouver la quintessence de la question même. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il s'élève. Aujourd'hui, les rois viennent chez nous. Aujourd'hui, on reconnaît l'agression. Aujourd'hui, mais écoutez, tout ça c'est très bien. Pourquoi seulement maintenant? Vous voyez? De tous ces temps. Ça fait plusieurs années. Hein? Ça fait plusieurs années. Nous avons perdu plus de 10 millions de morts. Pourquoi seulement maintenant? Et même, quand ils parlent, ils ne reconnaissent pas nos morts. Oui. Il n'y a pas de question aussi des droits de l'homme. Mais tout ça, ce sont eux qui détiennent la carte. La carte des droits de l'homme. On ne parle pas de morts. On dit, bon, ok, on a compris qu'ils vous attaquent et tout ça. Hein, et puis, ils ne disent pas que nous allons venir vous aider. Ils sont juste au niveau de l'étiquette. On reconnaît. Et le rapport mapping est presque oublié. Un très bon rapport qui est oublié. J'étais à l'oubliette. Vous voyez? Donc il faudrait que les Congolais se prennent en charge. On n'a pas besoin que la France dise ou la Belgique dise. Non. Nous avons besoin de la souveraineté du pays doit être respectée par nos voisins. Vous savez, aujourd'hui, c'est les Rwandais qui parlent, qui bombent la torse. Le torse, comme je vous l'ai dit, que Kagame cherche à s'affirmer au niveau régional. Vous voyez? Mais il y a le Burundi. Mais à part le Burundi, vous avez l'Angola. Il y a l'Ouganda même. Il y a l'Ouganda à côté. Tous ces pays-là nous ont agressés. Ou nous agressent tous les jours. Nous avons besoin d'un État fort. Et qui dit État fort, dit un État qui se prépare à la guerre et qui gagne des guerres. Vous comprenez? Qui gagne de guerre. Lorsqu'un pays fait une déclaration telle que Kagame l'a fait, le lendemain matin, le Congo devait être au Rwanda. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. L'Ukraine a fait la déclaration d'adhérer à l'OTAN pour bloquer la Russie. Le lendemain matin, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie était au pied de l'Ukraine. Et nous connaissons la suite. La RDC trop pleurnicharde. Elle pleure trop. C'est un pays plaignant. Il se fait que se plaindre. Nous avions condamné ça avec Mzee à l'époque. Pourtant, Mzee, après, quelques temps après, Mzee était en guerre. Quand il a commencé à dire, c'est les Rwandais qui nous agressent, c'est les Rwandais qui nous agressent, nous sommes allés à l'ONU. Mzee a posé le problème, c'est les Rwandais qui nous agressent, ainsi de suite. Les gens disent, oh, voilà, cet État-là, il est faible, ce sont des pleurnichards et tout ça. Mais ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Nous devons aller en guerre avec le Rwanda. Et là, cette guerre doit être déclarée et mettre les hommes à pied d'œuvre. Nous devons parachuter à Kigali.
Nous devons former les hommes pour parachuter à Kigali et faire la guerre. Je sais que ça va nous coûter des hommes, ça va nous coûter des matériaux, mais nous devons le faire. Il y a des sociétés civiles, des partis politiques se mobilisent pour se rendre à l'ambassade du Rwanda, hausser les tons, dénoncer les atrocités commises par les Rwandais. Vous, au niveau de l'ensemble pour la République, peut-on dire que non, c'est un bon acte? Oui, nous avions marché aussi. Nous avions marché. Dans la ville, ici à Kinshasa, nous sommes allés, nous avions marché avec tout le monde. Oui, l'ensemble pour la République, il y a des images qui circulent. Nous avons Maître Papi Mbaki, qui est le responsable de la jeunesse au niveau national, qui s'est organisé. Il a organisé la jeunesse au niveau d'ensemble pour la République et ils étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue. Maître Mbaki, avec sa troupe, ils étaient dans la rue. Monsieur Damien, parlant de Ensemble pour la République, il y a de cela quelques temps, nous avons vu les leaders d'Ensemble pour la République participer au sommet des réconciliations des Katangais, à laquelle on a vu à la fin l'ancien président de la République, Joseph Kabila, venir pour clôturer ses assises. Et nous avons assisté à beaucoup ont parlé, ça fait parler beaucoup, comme une scène de réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Oui, il faut dire que ce n'est pas l'ensemble pour la République. Ce n'est pas l'ensemble pour la République parce que notre autorité administrative n'avait pas pris part. Et je dirais plutôt c'est des ressortissants d'un coin du pays qui se sont mis ensemble, ils avaient des différends entre eux et ils se sont dit le linge sale se lave en famille. Ok, et ils ont lavé leur linge, ils ont lavé les mains, hein, vous voyez, toutes ces cérémonies-là, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais il y a Idi Kapen aussi et Katangé, oui. Il ne fait pas partie. Non, Lui-même a déclaré déjà lors de son point de presse, il a même condamné cette façon-là de la réconciliation katangaise. Est-ce qu'il avait compris la quintessence de la chose? D'abord, il faut qu'il comprenne de quoi il s'agissait. Parce qu'il n'a pas été... Il fallait se laver les mains, arranger... Non, mais personne n'a fait du mal à monsieur Idi Kapen. Personne. Aucun Katangais. Il est Katangais, mais il a condamné. Il a jugé ça comme... Oui, moi je pense qu'il a voulu... Moi je pense qu'il a voulu jouer sa carte, c'est tout. Mais cette histoire n'a rien de politique. L'affaire de Katangais, là, n'a rien de politique. Il n'y a pas que les Katangais qui se sont mis sur une même plateforme. Il y a aussi les Kassaïens qui l'ont fait ici avec comment on appelle, le sénateur là. Denis Kambaï. Il a appelé tous les grands Kassaï ici à Béatrice Hôtel. Ils étaient là. Pourquoi on n'en parle pas? Les amis des Kouilou, dernièrement aussi, ils se sont fait appel. Ils se sont rencontrés quelque part. Pourquoi on n'en parle pas? C'est pas politique. C'est un coin, tout simplement parce que Kabila a participé. Moïse, c'est une icône. Mais bien que ce n'est pas politique, parce que Moïse, c'est une... Lors de son interview, après, à l'issue de cette réconciliation, Kabila dit que c'est bien de se réconcilier, mais on doit respecter les engagements. De quoi s'agit-il quand on parle... Non, mais ils ont fait un thème. Il s'agit de quel engagement? Les engagements, je pense, dont ils parlaient, parce que je n'étais pas là, je crois qu'ils faisaient allusion à ce qu'ils ont arrêté à faire dans leur espace, avec leurs cotisations. C'est tout à fait normal. Vous dites que c'est tout à fait normal. Vous dites que cette rencontre... Ils ont parlé de développement de leur coin. Ils ont parlé... seulement le développement de leur coin. Mais c'est chez eux. Pas que ce n'est pas une manière aussi de donner du poids au tribalisme. Non, pas du tout. C'est chez eux. Pas du tout. Mais c'est le Congo. Mais oui, non, mais c'est le Congo, d'accord, c'est chez eux. Ils sont natifs de là. Et ils disent que nous devons arranger là où nous habitons, là où nous sommes nés. Il n'y a pas de problème. Les Kassaïens font autant. Les Kassaïens font autant. Les Équatoriens doivent le faire. Chacun dans son coin. Réconciliation, à ces moments, n'est-ce pas un langage qui est caché derrière ça? Pourquoi seulement... Il n'est jamais tard de faire du bien. Nous savions que la guerre entre Kabila et Katumbi a causé du tort à la République démocratique du Congo. Kabila était président à l'époque.
Katumbi, c'était un leader charismatique. Katumbi, les fruits de Kabila. Non, mais écoutez, qu'il soit fruit de Kabila ou que fruit de qui que ce soit, ça, c'est pas ça le débat. Nous parlons ici, et d'ailleurs, il n'a jamais été fruit de Kabila. Hein, mais il avait déjà dit qu'un créateur ne peut pas avoir peur de sa créature. Mais il n'a créé personne, il a créé ses propres enfants, Sifa et Désiré Kabila. Allez-y. Oui, ça il est leur père. Ce sont ses enfants de leur père. Moïse Katumbi n'a rien à avoir peur, il ne peut pas avoir peur de Kabila. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Par contre, Kabila était président sans argent. Moïse était un homme d'affaires puissant avec l'argent qu'il a donné à Kabila. Et qui a fait qui? Qui a créé qui? Hein? L'autre a qualifié Judas Iscariote. Qui a créé, justement, Judas, Dieu, qui était... Aussi qui était reconnu que c'est Kabila qui était Judas Iscariote. Voilà, tu vois ces ping-pong-là, ça fait partie de ce que je t'explique ici. Kabila était président sans argent. Moïse Katumbi n'était pas président, mais il avait l'argent. Alors, c'est Moïse qui apporte son argent, il donne à Kabila. Qui fait qui? Moïse prend Kabila comme un enfant à la main, il l'amène dans le lobbying. Il le vend comme il a fait avec Félix. Il le vend. Ok. Qui a fait qui? Vous savez, la réponse est simple. C'est Moïse Katumbi qui a fait des Kabila. Monsieur Damien, vous dites que la rencontre des Katangais qui aboutit à la rencontre entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila n'a rien de politique. Mais sachant l'heure à laquelle nous sommes, qui est une heure préélectorale, qu'est-ce qui empêcherait que Moïse Katumbi et Joseph Kabila puissent s'allier en politique pour 2023? Rien du tout. Vous en êtes favorable, vous êtes favorable pour cela? Mais écoutez, si ça peut apporter un bouet de sauvetage au Congo, Kabila a fait beaucoup de mal à ce pays. Il faut qu'on le dise. C'est à lui d'ailleurs de chercher à se racheter. On ne doit pas ignorer que Kabila est fort. Kabila, c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec la sécurité, tout ça, toutes ces manigances, toutes ces tueries, tous ces guerres. Mais Kabila est l'auteur. Comment vous dites que quelqu'un qui a causé beaucoup de tort peut encore venir aider la même personne à qui elle a causé du tort? Et surtout, il y a d'autres sénateurs, en l'occurrence des Français Mouyumba, qui demandent à Félix-Antoine Tshisekedi d'aller chercher aussi son prédécesseur, Joseph Kabila, à ce qui concerne les problèmes de sécurité. Mais oui, non, ça, il faut poser deux questions différentes. Vous êtes dans la sécurité, lui, il est dans la... Tout ça, c'est... Vous avez dit que Kabila est à l'auteur de beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Que la réconciliation Kabila et Katumbi, c'est quelque chose de familial. Je le répète, ça n'a rien de politique. Ok? Et que si cela pouvait amener un jour à une unité de deux personnes, ça sera discutable. Ok? On va le discuter et on trouvera toujours des mots sur ce. Mais quant à dire, c'est que madame la sénatrice Francine Mouyumba aurait demandé à M. Félix d'aller voir son prédécesseur. Mais entre nous soit dit, ils ne sont pas, ambivergents, hein, les deux. Vous voyez, ils sont ensemble. Donc, Mme Mouyumba n'a pas besoin de demander à Félix d'aller voir Kabila. Ou de Kabila d'aller apporter une main forte à Félix. D'autant plus que c'est Kabila qui gère l'appareil militaire aujourd'hui. Et nous le savons. Tout le monde le sait. Sauf les ignorants qui refusent de l'admettre. Revenons avec la réconciliation katangais. Moi, je pense, par contre, on doit interpeller Kabila. Si nous étions un État sérieux. On doit l'interpeller. Parce que cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui. Et pourquoi c'est resté comme ça? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas résolu ça dans le temps? Pourquoi il a laissé ça? Il a cette léthargie-là. Pourquoi? On doit interpeller Kabila. Et si nous étions vraiment un État sérieux, le Sénat et même l'Assemblée nationale devaient faire appel au sénateur à vie pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est un État faible. Et la faiblesse est interne. Voilà. Par rapport à la réconciliation katangaise, vous avez nié qu'il n'y a rien, il n'y a pas la politique, il y a une réconciliation de manière familiale. Nous allons petit à petit vers les élections en 2023. Comment l'Ensemble pour la République
se comporte? Quelles sont les stratégies mises en place? Bon. Vous êtes en train d'attendre qu'on puisse avoir un mot d'ordre? Non, pas du tout. Ensemble pour la République, c'est déjà mis sous les rails depuis très longtemps. Nous avions commencé cette histoire avec que le président a créé une cellule d'implantation du parti. Comme vous savez, notre parti n'a pas beaucoup d'années. Et donc, le parti est allé à la conquête de la République démocratique du Congo. On avait un montant, un nombre, un chiffre que le président avait donné. C'était d'avoir 1 million d'adhérents. Aujourd'hui, on est au-delà de 1 million d'adhérents. Vraiment au-delà, il est satisfaisant. Et aujourd'hui, le président Moïse Katumbi vient de terminer une formation de quelques jours à Lubumbashi pour les cadres. Je crois il y a même un document qui est sorti là-dedans, là-dessus. Vous voyez? Et tout ça là, ça montre que nous nous préparons à la gestion future du pays. Et nous n'avons pas voulu à ce que Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, c'était tellement un organisateur, il ne veut pas être pris en cours par les événements, ou il n'a pu être pris en cours par l'histoire. Il a commencé par des formations. Et donc, on a formé des cadres, des jeunes cadres du parti, au niveau de Lubumbashi, lesquels vont s'étendre dans toute la République d'ici peu. Et aussi de cela, nous sommes dans l'UMAC, l'UMAC qui est l'union des mouvements et associations katumbistes, qui nous sommes en train de récolter ou bien de recruter toutes les associations qui veulent du changement dans le cadre de la société civile. Nous recrutons cela et nous les mettons dans une moule. Vous voyez? Pas pour les gérer, non, tout simplement pour les organiser, afin que nous allions aux élections en 2023 et gagner les élections. Donc, Moïse Katumbi se prépare. Monsieur Damien Alamba, Terra Nova Alamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons vous avoir très prochainement. Je serai toujours ouvert. Pour la République démocratique du Congo, je suis là. Le plaisir est partagé. Mon confrère José Merch pour cette émission Face à la rédaction. Moi également. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette émission Face à la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir. Merci beaucoup les gars.